Alors le calcul est fini, donc on trouve pour la norme du poids à Paris, enfin c'est pas la norme du poids, c'est la norme du champ de pesanteur à Paris, donc 9,86 dans les hypothèses qu'on a faites. J'oublie à chaque fois la masse, donc égale à m fois 9,86 mètres par seconde au carré. Voilà, donc ici on fait, donc ça s'en va, 9,87 sur 9,86. Alors si on va être un peu plus précis, c'est pas 9,86, c'est 9,80, enfin 856. Donc on va faire l'arctangente de ça. Alors, donc on va mettre en degrés directement pour s'en rendre compte. Donc divisé par pi fois arctangente de 9,87 divisé par 9,6. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Oui. Excusez-moi, j'ai mis une arctangente au lieu d'un arc cosinus. N'importe quoi, voilà. Donc 3 degrés. Donc c'est quand même assez important. C'est pas 0,00 quelque chose, c'est 3 degrés. Alors pourquoi on s'en rend pas compte ? Eh bien c'est parce que c'est 3 degrés. Alors déjà on a fait pas mal d'approximations, et puis en plus, voilà, la verticale de toute façon géométrique, on ne la connaît pas, on n'y a pas accès. Quand on utilise un fil à plomb, eh bien le fil à plomb est dirigé vers le poids, et le poids qu'on vient de définir ici, qui est la somme entre la force de gravité et la force d'inertie centrifuge. Donc voilà, le poids n'est pas purement vers le centre de la Terre. Voilà. Alors, pour ce qui est de Coriolis, donc on remarque que dans le poids, on n'a pas pris en compte Coriolis, parce que du coup dans le poids, on ne prend en compte que les forces qui existent tout le temps. Alors Coriolis, on le sait, elle n'existe que lorsqu'il y a un mouvement dans le référentiel non galiléen. Alors on va aller assez vite. Évaluons la force de Coriolis pour un objet en mouvement sur Terre. Donc c'est voilà, donc la vitesse par rapport à la Terre. Donc si on veut en ordre de grandeur, donc on va supposer que oméga et v sont perpendiculaires. Et donc en norme, ça fait à peu près 2 fois la masse du système fois la vitesse de rotation de la Terre fois la vitesse du système par rapport à la Terre. Alors pour voir si cette force d'inertie Coriolis est importante ou pas, on va faire un raisonnement inverse, on va chercher la vitesse nécessaire que doit avoir l'objet pour que la force de Coriolis soit 1% du poids de l'objet. C'est-à-dire, on cherche V tel que FIC sur le poids soit à peu près égal à 1%. Donc ce qui fait 2m oméga t fois la vitesse divisé par mg est environ égal à 1%. Alors g, c'est un ordre de grandeur, donc on va prendre 10, ce qui fait 200 oméga t v est égal à 10, donc v est égal à 1 sur 20 oméga t. Donc ça c'est la vitesse minimale pour que la force de Coriolis soit le centième du poids. Alors faisons ce calcul. Donc 600, enfin on va dire 700 mètres par seconde.
Donc, on peut dire que Coriolis pourra être négligé dès que le système a un mouvement dont la vitesse n'est pas de l'ordre de la centaine de mètres par seconde. Et donc 700 mètres par seconde, il faut multiplier par 3,6 pour avoir en kilomètres par heure. Donc ça fait plusieurs milliers de kilomètres par heure. Donc du coup, la plupart du temps, on va pouvoir négliger Coriolis. Sauf donc si le mouvement est très long. Donc on imagine un missile par exemple qui a un mouvement de plusieurs dizaines de secondes. Et donc là, la force de Coriolis va pouvoir avoir un petit impact, surtout que le missile va aller vite. Ou alors vous avez un objet qui tombe de très 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 haut. On peut par exemple imaginer, se souvenir de Félix Baumgartner quand il a sauté de sa capsule dans quasiment l'espace. Donc là, Coriolis, forcément, il fallait le prendre en compte, sinon on ne l'aurait jamais récupéré au bon endroit. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est on a un mouvement d'un objet qui a son poids qui est compensé. Donc c'est un objet qui ne tombe pas, ce qui fait que même si sa vitesse reste faible, en fait, il va continuer son mouvement pendant très très longtemps, et donc la force de Coriolis va pouvoir avoir un impact. C'est justement le cas des masses nuageuses. Donc prenons une particule d'un nuage, donc qui entre guillemets flotte, même si en vrai elle ne flotte pas, mais on va dire elle flotte. Comment ça marche? Eh bien, en fait, on a dans l'atmosphère des dépressions et des anticyclones, donc des surpressions. Et donc les particules vont avoir tendance à être attirées vers les dépressions. Donc, hop, par exemple, on a une particule qui va faire comme ça, une qui va faire comme ça, une qui va faire comme ça, une qui va faire comme ça. Supposons qu'on est dans le pôle Nord. Pas dans le pôle Nord, pardon, dans l'hémisphère Nord. Donc reprenons le schéma. Supposons qu'une particule soit là et se dirige comme ceci. Donc la force de Coriolis, c'est FIC égale moins 2m oméga vectoriel V. Donc si on s'intéresse à la direction et au sens de la force de Coriolis, eh bien faites la règle de la main droite. Donc vous faites oméga vectoriel moins V. Eh bien vous voyez que ça donne un résultat qui est dirigé selon moins EFI. Donc ça sort de l'écran ici. Ce qui fait qu'en vue de dessus, imagine là je suis dans un satellite, je regarde comme ça, hop, en vue de dessus, eh bien la particule va avoir tendance à être déviée comme ceci. Si vous faites le même raisonnement, la particule qui est ici va avoir tendance à être déviée comme ceci. La particule là va avoir tendance à être déviée comme ceci et comme ceci. Et donc, si on fait un petit récapitulatif, ça veut dire que les particules ne vont pas atteindre la dépression, mais vont se mettre à tourner autour de la dépression et vont se mettre à tourner dans ce sens-là. Dans le sens anti-horaire. Alors que si vous faites le même raisonnement dans l'hémisphère sud, eh bien vous verrez que on a le contraire. Les particules ont tendance... Donc là, c'est-à-dire que l'équateur est plus haut, donc ils ont tendance à faire ça, ça, ça et ça. Donc ça veut dire que les masses nuageuses dans l'hémisphère sud ont plutôt tendance à s'enrouler autour de la dépression dans le sens horaire. Donc ça, c'est l'hémisphère sud. Et effectivement, quand on regarde des photos prises par satellite, par exemple ici, donc là, on a la Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, donc ça, c'est dans l'hémisphère sud. Et donc on voit bien que l'enroulement est dans le sens horaire. Ici, bon, évidemment, on a l'Inde, donc l'Inde, c'est dans l'hémisphère nord, et on voit bien ici que l'enroulement est anti-horaire. Donc voilà, Coriolis explique, est à l'origine de ces sens d'enroulement
des masses nuageuses autour des dépressions. En conclusion, si on doit étudier un mouvement d'un objet dans le référentiel terrestre, soit c'est un mouvement qui est bref, qui se fait sur une distance assez courte, et à ce moment-là, on va pouvoir négliger la force de Coriolis. Et la force d'inertie d'entraînement, de toute façon, j'espère que maintenant on l'a assez asséné, elle est dans le poids, elle est comprise dans le poids. Donc, voilà, il y a le poids et il n'y a pas de force de Coriolis. Dans d'autres cas, on sera obligé de prendre en compte la force de Coriolis, mais à nouveau, la force centrifuge est comprise dans le poids. Donc il faudra simplement, dans les forces d'inertie, rajouter la force de Coriolis. Et donc on verra des exemples en TD.